Merci, chers téléspectateurs, d'être là présents pour ce grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence. Le regard de ce soir sera arrivé sur le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, un habitué de cette émission. On le reçoit souvent pour éclaircir votre lanterne, mais aussi pour répondre à vos différentes préoccupations. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Merci de votre disponibilité parce que vous avez toujours accepté notre invitation à tout moment et ça c'est une marque de considération et je vous en remercie. Monsieur le ministre, comment se porte la République démocratique du Congo aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est un pays debout? Quels sont les indices qui démontrent, qui prouvent à suffisance que réellement la République démocratique du Congo est désormais debout, monsieur le ministre? Je pense que les indices doivent être considérés par rapport aux engagements qui ont été pris par le leadership qui est en place depuis 2011. Premier engagement, stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire pacification et sécurisation de l'ensemble du territoire. Je pense qu'il a été prouvé que sous l'autorité du président Kabila, les frontières de la terreur, les frontières de la malfaisance et de la violence militaire ont été sensiblement repoussées. Le M23 a été mis en déroute, l'ADF Nalu est en train de le suivre et nous nous occupons depuis 2 semaines à peu près des FDLR avec des succès tout à fait incontestables. Des embellies peuvent aussi être signalées dans le domaine économique qui a aussi son importance avec la sortie de la zone rouge d'une hyperinflation qui a caractérisé le pays au cours des décennies précédentes. Aujourd'hui, nous avons une situation beaucoup plus stable. Nous avons tous les agrégats macroéconomiques qui sont au vert. Nous avons une croissance économique que nous envie beaucoup et nous nous confrontons maintenant à la nécessité de donner à cette croissance économique toute son inclusivité, c'est-à-dire partager les fruits de la croissance, et nous avons fait le choix de l'agriculture comme étant le secteur qui nous permettra de réaliser ce processus. Lambert Mende, contrairement aux années précédentes, lorsque vous parliez de chiffres, plusieurs rapports venaient pour essayer de démontrer, de prouver le contraire, mais ces derniers temps, on voit un peu que ce rapport ne paraît plus beaucoup, hein, c'est-à-dire cela est vrai que ces chiffres sont vrais finalement, hein, les populations peuvent considérer ces chiffres vrais finalement. Je ne vous le fais pas dire, et c'est l'occasion pour moi, en guise de commentaire, de dire que ce n'est pas parce qu'un chiffre vient de l'étranger qu'il est vrai, et parce qu'un chiffre vient de votre propre pays qu'il est faux. D'ailleurs, il y a une sagesse des nations qui nous apprend qu'à beau mentir, celui qui vient de loin. Donc fiez-vous souvent aux réalités que vous observez au lieu d'attendre que d'autres viennent lire vos réalités avec leurs yeux et leurs intérêts. Vous avez fait une sorte de bilan d'une manière brève, bien évidemment. Vous avez parlé d'abord de la sécurité. Je dois signaler que vous venez de Goma, où vous avez essayé de faire une sorte d'évaluation de la situation sécuritaire. L'opération Soukola 2 a connu quand même un bilan positif, il faudrait rappeler, sans un appui quelconque, Lambert Mende. Oui. C'est malgré nous que nous avons dû nous passer de l'appui de la MONUSCO, puisqu'il est toujours plus aisé de travailler lorsqu'on est appuyé par des partenaires aussi importants que les Nations Unies. Et nous sentions que cet appui était quelque chose qui était légitimement dû à la République démocratique du Congo. Parce que nos malheurs de ce côté-là nous sont venus d'initiative de la communauté internationale. C'est suite à des résolutions des Nations Unies que le président Mobutu, à son époque, paix à son âme, a dû ouvrir nos frontières à ces gens qui nous créent problème aujourd'hui. Nous aurions trouvé plus juste, plus correct que la communauté internationale, partant de cette réalité, puisse considérer son implication dans l'éradication de ce phénomène criminel qu'elle a créé et qu'elle a imposé à notre pays comme un devoir. Au lieu de quoi, nous avons assisté au fait qu'il rendait la communauté congolaise, il rendait la RDC responsable d'un acte que elle-même, la communauté internationale, avait posé. Je pense que ça explique un peu la mauvaise humeur qui a entaché plus ou moins cette collaboration et qui a entraîné la décision grave que le président a prise au nom de toutes les institutions de se passer de cet appui. Une décision aujourd'hui qui a bousculé vos partenaires, je cite la MONUSCO,
MONUSCO qui demande à ce que, même d'une manière indirecte, que le président de la République puisse revoir sa décision, c'est-à-dire la MONUSCO est en train d'insister à vouloir accompagner les FARDC dans cette opération que les FARDC mènent d'une manière unilatérale. Désormais, la MONUSCO aujourd'hui, en dépit de la décision souveraine du président de la République, insiste. Lambert Mende, comment traduisez-vous cela? C'est une requête que la MONUSCO adresse au chef de l'État. Je ne pourrais pas répondre au nom de son illustre destinataire. C'est au président à répondre. C'est lui qui engage toutes les institutions de la République. Une sorte d'analyse plutôt pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs qui ne comprennent rien quel est l'intérêt de la MONUSCO aujourd'hui, si aujourd'hui les FARDC quand même ont connu des avancées significatives dans cette opération qu'elle met désormais seule. Quel est l'intérêt de la MONUSCO à pouvoir insister encore et encore? Oui, je pense que à partir de la question que l'on pourrait se poser, qui est celle de savoir à quoi servirait la MONUSCO si elle ne peut plus participer à ce genre d'opération parce qu'elle a réellement multiplié des conditionnalités dont certaines nous paraissaient tout à fait irrécevables et totalement illogiques, voire même irrationnelles. J'ai des témoignages qui indiquent que tout ce qui a été dit était totalement faux, donc que c'est un prétexte qu'on a cherché. Finalement, il y a une question qui peut se poser, la question que le ministre français des Affaires étrangères, M. Fabius, avait posée après la prise de Goma. À quoi sert cette force si on peut laisser des groupes armés entrer comme ça, occuper une ville qui est sous la protection de cette force? Maintenant, puisque la communauté internationale a donné à MONUSCO la mission... C'était après la signature, après la résolution. J'en viens à la situation actuelle. Allez-y. Maintenant, on donne à la MONUSCO mission de pouvoir désarmer les groupes armés comme les FDLR, avec ou sans le gouvernement. Le gouvernement dit « je ne veux pas » parce qu'il y a eu une gestion malencontreuse de la communication sur la synergie entre la MONUSCO et le gouvernement. On se serait attendu, à tout le moins, à ce que la MONUSCO fasse ce travail d'elle-même. Or, voici qu'elle ne le fait pas. Donc, va bientôt où se pose déjà la question de l'utilité d'une telle force qui prend autant d'argent de la communauté internationale. Nous sommes au-delà du $1 milliard et demi. Et donc, on va nécessairement se poser la question, cela peut avoir motivé nos amis de la MONUSCO à poser ce problème-là. Il est légitime qu'ils posent ce problème, mais il nous est légitime à nous aussi d'indiquer que nous sommes souverains et que ce n'est pas sous l'angle de ce soutien que la MONUSCO va prétendre gérer notre pays. Les populations qui prônent pour la souveraineté de la République démocratique du Congo sont en train de regarder Joseph Kabila aussi, parce que décider, c'est décidérer, c'est-à-dire la fin d'un processus. Le président de la République a décidé, c'est vous d'ailleurs qui avez fait la restitution de cette réunion, Lambert Mende. Aujourd'hui, pensez-vous que Joseph Kabila pourrait faire cette erreur de pouvoir revenir à sa décision? Je ne sais pas si c'est une erreur. Je sais que beaucoup de franges de notre population souhaitent que le président aille jusqu'au bout. J'ai assisté à j'ai eu des témoignages au Nord Kivu, à Tongo, où des populations les plus modestes soutiennent cette position du chef de l'État. Mais je dois vous dire tout de suite que le président n'a pas mis fin à un processus. Le président a mis fin à la synergie FARDC-MONUSCO sur les FDLR. La fin du processus, nous sommes en train de la réaliser avec la MONUSCO. Rien que cette année, probablement 2000 éléments de la MONUSCO vont se retirer. C'est un retrait progressif que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, ayez tous vos apaisements. La MONUSCO n'est pas ici, en tout cas dans notre entendement, pour y rester. La MONUSCO est ici pour pouvoir résoudre un problème passager d'impuissance de l'État congolais depuis 1999. Maintenant que l'État congolais est en train de sortir la tête de l'eau, eh bien la MONUSCO, subséquemment, doit partir. Je pense que tous nous sommes d'accord sur cela, peut-être sauf certains caciques de l'opposition qui ne se voient pas plus en sécurité pour leurs intérêts politiques qu'avec des partenaires étrangers. Non, je pense que la MONUSCO est appelée à partir, mais la décision que le président a prise concerne seulement nos opérations avec elle sur les FDLR. Lambert Mende, aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'on doit considérer ça comme un début justement de coupure de tous les liens avec les partenaires? C'est-à-dire Joseph Kabila, au regard de ses antécédents qu'il y a eu, c'est-à-dire à un certain moment Martin Kobler a donné une position qui était contre le gouvernement. On va se rappeler de la position, c'est-à-dire du rapport de Scott Campbell, monsieur le ministre. Aujourd'hui, on ne doit pas considérer ça
comme un début d'une sorte d'arrêt ou de stopper le lien avec les partenaires? Chaque fois que cela est nécessaire, nous remettons les choses au point. Chaque fois qu'il est indispensable de rappeler à qui que ce soit, au sein des Nations Unies ou à la MONUSCO ici, qu'il n'y a pas un statut de tutelle qui a été imposé à la République démocratique du Congo, nous parlons. Mais il n'y a personne dans ce bas monde qui peut vivre en autarcie. Nous n'allons pas couper nos relations avec la communauté internationale, nous allons essayer de corriger ce qui mérite d'être corrigé, parce que c'est nous qui avons appelé ces gens à notre rescousse. Et donc pour l'instant, nous avons mis le holà sur un aspect qui nous paraissait questionnable. Nous avons un point bien déterminé. fait sortir M. Scott Campbell de notre pays, mais nous travaillons avec le bureau conjoint qu'il dirigeait, sous d'autres conditions qui nous paraissent beaucoup plus respectueuses des uns et des autres. Alors, Lambert Mende, on va parler justement de la sécurité, mais aussi sur le plan humanitaire. La MONUSCO qui a remarqué qu'il y avait des déplacements énormes dans le sud Kivu, des populations qui se réfugient dans les écoles, mais aussi dans les églises. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est en train de maîtriser cette situation finalement? Ça fait partie des tâches d'évaluation que ma délégation était chargée de procéder, et donc nous devons tout de suite dire que les proportions ne sont plus les mêmes. Là où nous assistions, je me souviens encore d'un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu à cet égard, là où nous assistions à des déplacements de centaines de milliers de populations, les rapports que nous recevons font état de 1000, 1500. Désormais. Donc vous comprenez que la proportion est tout à fait inversée, et ceci parce que les forces armées ont reçu mandat de considérer tout autant la neutralisation des FDLR que la sécurisation de nos populations dans ces espaces qu'ils partagent avec les FDLR comme des priorités de même niveau. Et donc les populations sont généralement sécurisées, les populations n'ont pas quitté en masse. Nous avons même des images que nous avons ramenées où les commandements des FARDC en opération perdent même un jour ou deux pour parler avec la population, parler même avec les dépendants des FDLR, parler avec les réfugiés rwandais qui sont des civils pour les rassurer, donner des moyens pour reconstruire une école. J'ai assisté à la remise par un général des FARDC de tôle pour une école qui a été détruite lors des combats, et les gens sont contents et ils restent dans leur village, mais il y a naturellement des cas où les FDLR résistent plus que de coutume, où des coups de feu s'échangent, et donc les gens se déplacent, mais plus dans les mêmes proportions, parce que les forces armées font beaucoup plus attention. Aujourd'hui, ces populations sont prises en charge. Absolument, elles sont prises en charge par les autorités locales, en attendant qu'au niveau central et au niveau de nos partenaires, j'espère que ce ne sera pas des promesses sans lendemain, bien qu'il y en ait qui font déjà quelque chose sur place. Alors, Lambert Mende, il y a encore un autre problème, d'ailleurs le problème le plus important, un facteur important, c'est après cette opération Sokola 2, c'est-à-dire le problème de désarmement, mais aussi des rapatriements. Comment comptez-vous procéder justement pour qu'il y ait la paix durable, mais aussi définitive avec les FDLR? Il n'y a pas 36 façons pour nous d'obtenir la paix dans cette partie du pays, sinon la disparition de la présence des FDLR dans le nord Kivu, le sud Kivu et le nord du Katanga. Ils doivent être soit rapatriés chez eux, soit être envoyés vers un troisième pays d'accueil qui n'est ni le Rwanda, s'ils ne veulent pas y rentrer, ni la République démocratique du Congo où ils ont causé tous ces dommages. C'est clair, pour être contre cela. C'est assez irrationnel, ça dépasse l'entendement d'un honnête homme, puisque la Constitution a prévu tout individu normal, le Congolais lambda, ça dépasse l'entendement. On ne peut pas imaginer que des Congolais aient adopté il y a plus de 10 ans, il y a presque 10 ans, je voudrais dire, une constitution dans laquelle ils ont décidé souverainement qu'ils se dotaient de 26 provinces. Il y a eu un débat autour des 26 provinces. Il y en a même qui ont refusé qu'on puisse découper leur province. Le Bas-Congo, par exemple, qui a souhaité rester uni. Tous les autres ont accepté, puisque moi je vois ici les résultats du référendum, et qu'aujourd'hui, parce que le président annonce la mise en œuvre d'une mesure qui aurait dû être mise en œuvre il y a 6-7 ans, qu'on puisse monter sur les créneaux, sur les grands chevaux, pour dire que ce n'est plus rationnel. Et curieusement, vous aurez observé que ce sont les mêmes
qui tapent sur le clou du respect inconditionnel de la Constitution, qui veulent maintenant violer la Constitution en disant que on ne doit plus... Il faudrait respecter certains articles et ne pas respecter d'autres. On doit respecter toute la Constitution. Je pense que c'est ça que le peuple veut. Alors, un processus assez important, Lambert Mende, ça va prendre beaucoup de temps. En dehors de ça, il n'y a pas une troisième solution. Aux assemblées provinciales, aux partis politiques, de faire en sorte que cette volonté du peuple devienne réalité. Et les moyens, nous devons les prendre dans ce que nous produisons. On dit qu'il faut des élections. Mais d'où vient l'argent? Même si les partenaires étrangers nous promettent. En 2011, il a fallu mettre la main à la poche. Nous avons sorti plus de 90% de ce qu'il a fallu pour financer des élections. Nous allons faire de même en 2016, en 2015. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que la volonté du peuple ne peut pas s'appliquer parce que nous sommes incapables, dans un pays aussi riche, potentiellement, de trouver les moyens pour l'appliquer. Alors, ce n'est pas une excuse. Lambert Mende, à la fin de l'exercice d'une équipe, c'est-à-dire la vôtre, la majorité présidentielle, plusieurs priorités sont en train de surgir, c'est-à-dire le découpage qui demande beaucoup d'argent, les élections, etc. Comment comptez-vous faire? Vous savez, quelqu'un me faisait rire hier en disant, mais avec... toutes les initiatives que des gens prennent, il ne faut pas d'élections locales parce que ça va coûter beaucoup d'argent alors que nous, ce que nous voulons, c'est les élections présidentielles. Il ne faut pas découper parce que ça va coûter l'argent et ça va obérer sur l'élection présidentielle. Finalement, un de mes amis m'a dit hier, mais écoutez, finalement, il faut peut-être envisager que nous cessions de manger parce qu'on va avoir l'élection présidentielle. Il faut envisager qu'on ferme un peu les écoles parce que l'argent risque de partir là-bas, on n'en aura pas assez pour l'élection présidentielle. Il faudrait peut-être envisager de ne plus acheter les médicaments, qu'on laisse mourir les malades, sinon il n'y aura plus assez d'argent pour l'élection présidentielle. Mais c'est quoi ce fantasme? C'est de la pure agitation. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on a une élection présidentielle que certains sont candidats à l'élection que notre vie comme Congolais va s'arrêter. Nous ne faisons plus tout ce que nous avons décidé de faire parce que M. X, Mme Y veulent devenir président de la République. Mais nous avons fait les mêmes choses. Nous avons fait les mêmes choses. Attendez-moi, nous avons fait les mêmes choses en 2010 et en 2011 et l'élection présidentielle a eu lieu. Ça n'a pas empêché que l'élection ait lieu. Nous avons respiré normalement, nous avons construit des routes, nous avons fait des hôpitaux et on a fait l'élection présidentielle. Dans le réalisme, au regard du budget donné du budget 2015-2016 par rapport aux projections budgétaires, Lambert Mende, est-ce que la République démocratique du Congo sera en mesure justement de mobiliser les fonds, en même temps organiser les élections, procéder au découpage territorial? Mais c'est exactement ce qu'on disait en 2010. Au regard du budget, est-ce que nous serons à même d'organiser les élections en 2011? D'autant plus qu'en 2011, nos partenaires nous ont fait faux bond. Ils n'ont pas financé ce qu'ils ont promis. Il n'y avait pas le processus de découpage. Non, vous comprenez, ils ont arrêté de nous donner ce qu'ils avaient prévu. En 2011, il n'y avait pas le découpage. En 2011, il y avait la guerre, madame. Et je pense que ça coûte plus cher que le découpage. Faut pas vous tromper. Acheter un avion de chasse, acheter un hélicoptère, des munitions que personne ne nous a donné, de l'argent que nous payons parfois à certains pays qui donnent des leçons aujourd'hui et derrière lesquels l'opposition se range comme des élèves sages. Ils ont bloqué et notre argent et nos armes. Et nous avons dû nous adresser à d'autres pays, toujours avec l'argent des Congolais. Tout ça, 2010, 2011, pourtant on a eu l'élection. Tout est question de volonté politique. Monsieur le ministre, que répondrez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il y a une opinion, en tout cas, monsieur le ministre, qui pense qu'aujourd'hui vous avez rendu un mauvais service au gouverneur du Katanga, aujourd'hui qui avait ses affaires un peu privées, et par rapport à ce découpage territorial, vous êtes venu mettre fin à un bonheur de quelqu'un. Ah bon? J'apprends donc que le gouverneur du Katanga n'est pas là pour l'intérêt public, mais pour ses affaires. Je ne pense en tout cas, c'est une opinion. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si un Congolais normalement constitué peut réfléchir comme ça. Le gouverneur du Katanga est gouverneur du Katanga. Par rapport aux Congolais, par rapport aux Katangais, c'est un gouverneur qui est là pour l'intérêt public. Ce n'est pas un homme d'affaires dont on est le copain, dont on doit préserver les affaires. Non, c'est quelqu'un qui est au service de l'intérêt public. On ne peut juger ce qui lui arrive qu'en fonction de sa capacité à porter l'intérêt public de la province du Katanga à bout de bras. C'est ça qui est important. Qu'il ait des problèmes en affaires, qu'il ait des affaires qui, je ne sais pas pourquoi est-ce que si moi je suis kassaïen, je ne peux pas faire des affaires
à Goma ou à Bukavu parce que c'est une autre province. S'il a des affaires dans d'autres lieux que sa province, disons, sa nouvelle province d'origine. C'est un gros morceau quand même, vous le savez. Oui, mais qu'est-ce qui l'empêche de réaliser ses affaires parce que c'est une nouvelle province? Dites-moi, il y a une loi qui interdit. Nous sommes encore un seul pays. Et même les étrangers. En étant gouverneur, ça sera différent. Mais même les étrangers. En étant gouverneur, ça sera différent. Donc vous reconnaissez qu'il abuse de sa fonction? Je ne reconnais rien du tout. Ça sera différent, monsieur le ministre. Parce que là, vous l'accusez indirectement d'abuser de sa fonction. Monsieur le ministre, ça sera différent. Mais il sera comme n'importe quel Congolais qui a son business dans une province autre que celle à laquelle il appartient. Mais il y a même des étrangers qui ont leur business au Katanga. Est-ce qu'ils se plaignent? La loi est là pour protéger les affaires. Donc, essayez de faire un distinguo entre le business qui est une affaire privée et les responsabilités politiques de quelqu'un qui est une affaire d'État, d'intérêt général. Monsieur le ministre, justement, puisqu'on parle de ce gouverneur, Moïse Katumbi, après avoir parlé de Pelnati et tout le monde avait compris que c'était une sorte de pierre qu'il lançait sur Joseph Kabila, mais on les a vus encore ensemble. C'était une surprise pour plusieurs personnes. Ils ont passé 2 heures du temps. Ils parlaient de quoi? Pourquoi vous ne lui posez pas la question? C'est lui qui a jeté. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. D'une manière indirecte, vous êtes le porte-parole du président de la République aussi. Je ne suis ni porte-parole du président, ni porte-parole de Moïse Katumbi. Ils ont eu un entretien puisque vous le dites. Alors vous demanderez aux deux ce qu'ils ont pu se dire. Et vous demanderez au gouverneur Katumbi pourquoi, après avoir jeté ce que vous appelez une pierre, il a pu rencontrer le président. Je ne vois pas ce qui interdit que lorsqu'on a émis un point de vue, qu'on ne puisse pas rencontrer le président parce que vous croyez que ce point de vue-là ne rencontre pas le point de vue du président. Est-ce que le président s'est prononcé là-dessus? Non. Lorsqu'on lui a posé la question au Katanga, il a dit « Je ne polémique pas, je ne participe pas à des polémiques, je suis le chef de l'État. » Peut-être que parce que c'est un grand esprit, il veut rester au-dessus Mais alors félicitez-le qu'il ait un grand esprit. Au-dessus de toute cette turpitude. Est-ce que le Congo n'a pas justement besoin de tel leader qui peut être critiqué, puisque vous dites qu'on l'a critiqué, mais qui rationalise cela et qui reçoit celui qui le critique? Est-ce qu'on peut en dire autant de beaucoup de leaders qui aspirent aujourd'hui à devenir chefs de ce Congo et qui nous menacent de nous envoyer en prison, de nous tuer parce que nous les critiquons? Vous voyez la différence? Peut-être que le Congo a besoin plus de gens de cette stature-là de Joseph Kabila, qui acceptent la critique, qui parlent avec ceux qui les critiquent, qui ne les renvoient pas alors que sa signature est tout à fait utilisable pour renvoyer quelqu'un de ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien, Lambert Mende, mais il y a certaines personnes qui ont parlé du dauphin, que Moïse Katumbi serait le dauphin de Joseph Kabila, qu'ils avaient parlé de ça, puisque vous ne savez pas... vous êtes mieux informé que moi. En tout cas, c'est entre guillemets. Si tel est le cas, Joseph Kabila ne tardera pas à nous le dire. C'est entre guillemets, Lambert Mende, à la majorité présidentielle. Est-ce que matière dauphin est-il à l'ordre du jour? Non, madame. Cette matière n'est pas à l'ordre du jour parce que nous sommes en plein exercice de notre mandat. Lorsque viendra le moment de présenter les candidatures, c'est-à-dire, je crois, 90 jours avant le scrutin, la Commission électorale nationale indépendante saisira la communauté nationale. Ce n'est pas à nos envoyés spéciaux étrangers à nous demander à déposer les candidatures ou à dire que nous ne serons pas candidats. Non! Ce n'est pas aux journalistes à le faire, ce n'est pas à l'opposition. Nous avons cédé ce droit de convoquer le corps électoral, d'adresser une demande aux candidats de se prononcer à la CENI. Quand la CENI dira... Quand la CENI dira « candidat, présentez-vous », nous nous réunirons. Et si Joseph Kabila ne se présente pas, nous présenterons un autre candidat. Il ne se présente pas où ça? S'il ne se présente pas, nous présenterons un autre candidat. Il ne se présente pas où? Vous comprenez? C'est ça le problème. Non, n'allez pas avec moi parce que nous n'avons pas encore ouvert ce débat. Le président ne s'est pas présenté, le président n'a rien dit, et moi je vais débattre avec vous de quoi? De quoi, moi là? Je vais me substituer à lui pour commencer un débat avec vous? C'est la commission qui va demander qui sont candidats. Mais on n'a pas encore le congrès de la majorité présidentielle, dans l'opinion, 3 noms ils sont cités. Je vais citer. Avant même que le congrès ne se tienne. Justement, on cite. Je vais vous rapporter ce qui s'est dit, Lambert Mende. Vous allez parler. On cite le nom de Matata Ponyo, qui est Premier ministre au Baminakou, mais aussi le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, Monsieur Bouchab, le 3. Ils disent que, en tout cas, dans l'opinion pense que
qu'elle pense que parmi les trois, le plus intègre, c'est lui qui sera le dauphin de Joseph Kabila. Donc c'est faux aujourd'hui. Ah, mais c'est dans le futur. Aujourd'hui, ça ne peut être que faux, puisqu'aucune décision n'a été prise. Vous dites qui sera. Moi, je vais bien. Ça peut être dans les laboratoires de divination. Moi, je ne participe pas à ce jeu-là. Moi, j'attends qu'il y ait justement ces réunions, qu'il y ait justement ce moment-là où la commission va demander... Ce moment-là, vous allez choisir le bon élève de Joseph Kabila. Nous choisirons qui nous voulons. On ne va pas vous dire le bon élève de qui ou de qui. Nous déciderons à ce moment-là. Mais non, il doit être un bon élève aussi. Et il n'y a aucun débat là-dessus. Le débat commencera le jour où la commission va nous dire. Parce que je ne vous entends pas poser cette question à l'opposition. Je ne vous entends pas poser cette question à la société civile qui n'est pas moins politisée que nous. Il n'y a qu'à nous qu'on pose cette question. Non. Nous attendrons au moment où tous les Congolais sont interpellés par la commission. Parce que vous êtes coincé par la Constitution, c'est ça le problème, monsieur le ministre. La Constitution, ça ne veut rien 220. dire. La Constitution ne dit pas qu'une famille politique cesse d'exister quand un de ses membres a fait 2 mandats. La Constitution dit que Joseph Kabila, après 2 mandats... Mais vous dites, vous, Joseph Kabila n'est pas seul. Il y a une famille politique. Laissez-la décider lorsque le moment viendra. Le moment n'est pas encore venu. Cessez de la harceler. Laissez-la travailler, nous travaillons. Nous construisons le pays. Lombard Mende, on revient à ce que vous avez dit, si Kabila ne se présente plus, donc c'est possible aujourd'hui... Je n'irai pas plus loin, parce que je vous ai dit que quand la famille politique se réunira, elle prendra une décision. Ça s'arrête là. Elle prendra une décision. De la divination. Donc Joseph Kabila pourrait aussi rester, hein? Je vous dis que tout le reste, c'est de la divination. Pourrait rester, pourrait ne pas rester, nous déciderons lorsque le moment sera venu. Vous ne me ferez pas dire autre chose. Le calendrier électoral a été publié, un calendrier global qui a été sollicité par plusieurs personnes d'ailleurs. Finalement, la CENI a pu publier ce calendrier. Avant de parler d'abord de la démarche de l'opposition, je voudrais d'abord parler de ce calendrier qui a présenter les contraintes, c'est-à-dire budgétaires, parlementaires, etc. Lombard Mende, aujourd'hui, si ce calendrier ne rencontre pas ces différentes contraintes-là, les élections seront organisées telles que déterminées par le calendrier. Moi, je voudrais que nous discutions de choses advenues. Très bien. Les si, ça nous désarçonne complètement. Si. Si demain on tuait tous les candidats de l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? Si demain on tuait tous les candidats éventuels de la majorité, non, ça c'est vraiment du roman. Parlons de choses claires, précises, celles qui sont à l'ordre de ce jour. La CENI a publié un calendrier. C'est sa compétence exclusive. Quand j'entends que tel groupe a publié un calendrier, mais de quel droit, au nom de quel principe? Nous sommes ici régis par la Constitution. Justement, ce qui donne à la CENI ce pouvoir. Justement, nous sommes ici régis par des lois. Puisque vous avez parlé de ça, on va en parler. L'opposition, cette partie de l'opposition, parce que ce n'est pas toute l'opposition, cette partie de l'opposition est allée proposer son calendrier après que la CENI ait publié. Après que la CENI ait publié. La CENI qui est composée de la majorité de l'opposition, celle-là même qui part, et de la société civile. Mais de qui se moque-t-on? Une démarche perdue d'avance. Non, mais écoutez, dans la CENI, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. C'est-à-dire, c'est un cadre qu'on a voulu représentatif de tous les courants qui sont en place dans le pays pour créer le consensus dans la recherche de ces solutions, mais de manière indépendante. Alors, ils ont trouvé un consensus. Et maintenant, des gens qui les ont délégués veulent se substituer à eux en violant la Constitution. Ce sont les mêmes qui crient qu'on ne peut pas toucher à la Constitution. Et c'est la Constitution qui dit que la Commission est indépendante. Et aller maintenant au-dessus du calendrier de la Commission, présenter le calendrier d'un groupe politique, n'est-ce pas violer l'indépendance de la Commission? Est-ce qu'on peut accepter cela? Je ne pense pas qu'un Congolais normal pourrait accepter cela. Ça, c'est jouer avec la Constitution. Mais justement, comment considérer ces gens? Ils le savent, Lombard Mende. Ils savent ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a leurs représentants là-bas, mais ils font quand même cette démarche. Aujourd'hui, c'est à la CENI de décider. Mais c'est à vous à juger de quel qualificatif donner à des gens qui, sachant qu'il y a une réalité, agissent comme si le jour était devenu la nuit et vice-versa. Ou la commission est indépendante, comme eux et nous l'avons voulu, ou elle n'est pas indépendante. Justement, et alors, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que nous rentrons dans les schémas qu'ils prétendent refuser. Nous faisons une révision de la Constitution, nous vidons la Commission de son indépendance et nous donnons à la classe politique le pouvoir d'aller se mêler des affaires de la Commission. Mais ils disent qu'il ne faut pas faire des révisions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Il faut simplement considérer qu'ils sont allés plus loin qu'ils n'auraient dû aller, puisqu'ils devaient donner des idées à la commission. La commission a ouvert des concertations. Eux-mêmes sont représentés à la commission. Et j'apprends qu'il y a des élections plus importantes, moins importantes. On va en parler, Lambert, mais en dépit de cela, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné quand même leur requête. Mais comment? Si un citoyen vient avec une requête, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réceptionner? C'est le devoir de la commission de recevoir chaque citoyen dans le cadre de la concertation. Quand même, c'est-à-dire revoir son calendrier, puisque c'est un calendrier. Mais je ne suis pas de la commission, madame, vous leur demanderez. Puisqu'ils ont dit qu'ils vont se réunir, ils donneront la réponse. Moi, je parle du point de vue de la logique. Ce n'est pas normal que vous déléguiez des gens et qu'ils prennent des décisions et que vous venez maintenant dire que ces décisions ne nous satisfont pas, alors nous allons les prendre à votre place. Alors que dans la délégation, vous avez dit qu'ils vont se prononcer de manière indépendante. C'est ça mon problème. Mais je ne peux pas décider au nom de la commission. Alors, nous verrons bien ce qu'elle fera, puisqu'elle est indépendante. Le contenu de sa requête, c'est-à-dire de la requête de cette partie de l'opposition, fait état d'une sorte de découpage, il faudrait le dire. C'est-à-dire les élections présidentielles, qui sont plus importantes, en tout cas selon cette partie de l'opposition, doivent être organisées. Et la CENI devrait revoir un peu d'autres élections, Lambert Mende. J'ai appris qu'effectivement, le fonctionnement des institutions comme l'Assemblée nationale et le président de la République sont constitutionnels et que les autres ne seraient pas constitutionnels. Madame, je voudrais que nous lisions ensemble quelques dispositions de la Constitution. Il ne faut pas prendre les gens pour des canards sauvages. Vous avez l'article 3 de la Constitution. Les provinces et les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire celles pour lesquelles on veut faire les élections locales. C'est dans la Constitution. De la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Et on les cite. La ville, la commune, le secteur et la chefferie. Gérées par les organes locaux, c'est-à-dire par des pouvoirs locaux. Et à l'article 5 de la Constitution, on dit que tout pouvoir émane du peuple. Alors, comment veut-on que nous ayons 10 ans après cette constitution, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies qui ne sont pas gérés par des gens qui ont été désignés par le peuple. Et nous disons que ce n'est pas constitutionnel. C'est constitutionnel. C'est la Constitution qui exige qu'il y ait des villes, des communes et des provinces gérées par des organes locaux. Et c'est la Constitution qui dit que tous les organes de l'État ne peuvent émaner que du choix du peuple souverain qu'il exerce par élection. Indirectement, ou par élection directement, ou par ses représentants indirectement. Alors, ces bourgmestres qui sont là, ces maires, ces chefs de secteur, ils ont été désignés par qui? Par nous, le pouvoir central. Nous aurions pu trouver satisfaction à continuer à ce que nos amis puissent diriger ces entités. Mais pour respecter la Constitution, nous devons faire désigner ces gens, comme la Constitution l'oblige, par voie électorale. Deuxièmement, ils disent que la loi, c'est différent, on peut violer la loi et pas violer la Constitution. Mais je vous envoie à l'article 74 de la Constitution. Excusez-moi. Lorsque le président de la République a prêté serment, voici le verbatim du serment. Moi, Joseph Kabila, élu président de la République, je jure solennellement, et la première phrase du serment du président, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. On n'a pas dit la Constitution, mais pas les lois. Non, la Constitution et les lois. Et l'élection, à la base, est prévue par une loi organique que nous avons adoptée. Alors, comment peut-on venir dire que la Constitution peut être respectée, mais pas la loi? Contraintes constitutionnelles. Il y a aussi les contraintes légales. Et au moins les contraintes constitutionnelles, nous les avons déjà satisfaites à 2 reprises. On a eu 2 fois l'élection du président. On a eu 2 fois l'élection mais les contraintes des députés. Les contraintes constitutionnelles, ça pourrait aussi être que Joseph Kabila, il n'y a pas assez de moyens pour l'organisation des élections. Joseph Kabila reste, c'est ça aussi. Alors parlons des moyens. Ne parlons pas de contraintes constitutionnelles et faire comme s'il n'y a plus de loi. De contraintes budgétaires. Non, mais ils n'ont pas parlé de contraintes budgétaires, ils parlent de contraintes constitutionnelles. Parce qu'on veut toujours répéter ce que nos maîtres, ce qu'ils ont considéré comme nos maîtres disent. Il y a un petit envoyé international qui est venu ici dire que il y a une élection qui est constitutionnelle et les autres ne sont pas prévus par la Constitution. Comme si dans son propre pays il n'y a que la Constitution, il n'y a pas de loi.
La loi est aussi importante. Même si dans la hiérarchie, elle est en dessous. Justement, on va en parler. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'État africains sont concernés par ce problème, justement, de 2016. Ils doivent partir. Pourquoi cette pression sur Joseph Kabila? Pourquoi ils ne voient que Joseph Kabila? Il y en a d'autres qui sont là avant Joseph Kabila, qui ont débordé, qui ont été là, qui sont devenus, qui ont pris racine. Pourquoi seulement Joseph Kabila, qui est encore là? Pourquoi seulement lui? C'est d'autant plus curieux, madame, que si vous regardez le calendrier, lisez un peu Jeune Afrique de cette semaine, ils ont mis le calendrier de toutes ces élections. En dehors de la durée, des gens qui ont fait 20 ans, presque 30 ans, etc., dont personne ne s'occupe. Vous voyez le chronogramme. Quelle est l'élection qui vient en dernier lieu? Il y en a qui feront des élections en 2015, on n'en parle pas, qui sont dans ce cas. Il y en a qui feront tout le long de 2016, on n'en parle pas. La RDC est dernière. Nous sommes les derniers, parce que nous sommes prévus pour décembre. Mais tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que les gens ont jeté leur dévolu sur notre pays. Parce que c'est ici qu'ils ont trouvé des hommes suffisamment faibles, suffisamment mous, pour pouvoir leur servir de tremplin, pour réoccuper notre pays, pour recoloniser le pays, pour profiter de ses richesses. C'est ça le piège, c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème de débat entre nous, c'est un problème de notre souveraineté, de notre contrôle sur nos richesses, que les gens veulent revenir prendre. Il y en a qui ont entamé une phase de décadence, ceux qui viennent nous insulter là. Ils sont en phase de décadence, avec des taux de croissance qui ne dépassent même plus 1,5%, 2%, et qui lorgnent vers nos pays, mais ils ont besoin de dirigeants accommodants. Et Joseph Kabila, c'est un nationaliste qui gêne. Ils ont cru qu'ils pouvaient. Mais justement, il y a une opinion qui dit que lorsque vous voulez garder votre souveraineté, il faudrait vous prendre en charge aussi. Il ne faudrait pas demander de l'aide extérieure. Qu'est-ce que nous faisons, madame? Moi, je viens de Goma. Vous-même, vous l'avez reconnu ici. Nous ne nous prenons pas en charge. Nous nous prenons en charge. C'est pourquoi nous allons de victoire en victoire sur le terrain de la sécurité. Nous nous prenons en charge. C'est pourquoi nous prenons des initiatives comme Bukangalonzo. Nous nous prenons en charge, c'est pourquoi nous avons lancé la politique de renouvellement des infrastructures. Ce n'est pas eux qui nous ont dicté cela. La plupart de ces initiatives ne sont pas financées par eux. Justement, aujourd'hui, on a sémé dans la tête du Congolais que c'est certains Congolais. Certains Congolais, merci Monsieur le ministre. De certains Congolais que c'est la communauté internationale qui décide justement sur le sort du peuple congolais. Aujourd'hui, Lambert Mende, l'opposition, a été invité même aux États-Unis d'Amérique par Herman Cohen. Le complexe de dire que c'est en Europe ou aux États-Unis qu'on fait les rois. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. C'est infantile. C'est vraiment infantile. Hein? C'est peut-être des gens qui ne connaissent pas bien la géographie, la morphologie politique de tous ces pays-là qui s'imaginent cela. Aucune de ces personnes ne viendra ici voter. C'est les Congolais. Les Congolais doivent savoir que c'est eux qui détiennent le sort de celui qui sera le chef de ce pays. On va évoluer. Herman Cohen les a invités à l'ordre du jour. Comment vous choisirez un candidat? Lobbyiste d'un pays voisin. Lobbyiste d'un pays voisin. Quel est l'intérêt de ce pays-là à ce que les affaires congolaises s'arrangent? Ce candidat qui vont se choisir sous les directives d'un pays voisin, il viendra faire la politique de quoi? Des Congolais? Ou de celui qui les aide à trouver soi-disant leur candidat commun? Ce n'est pas le gouvernement américain. Il ne faut pas raconter des histoires. Le problème du gouvernement américain ici, c'est la sécurité de la région des Grands Lacs. C'est de ça qu'ils se préoccupent. Et on le leur a dit quand ils ont voulu chercher des rendez-vous en haut lieu. Alors, justement, aujourd'hui, l'UDPS se prononce pour dire qu'il sollicite un dialogue. Lambert Mende, 40 personnes, 20 personnes du côté de Joseph Kabila, 20 personnes du côté de l'UDPS, à l'ordre du jour, contentieux électoral ou électoraux, Lambert Mende. Tout d'abord, le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est la façon que vous mener à une transition. Nous utilisons, excusez-moi, c'est la façon que nous utilisons pour gérer nos problèmes. Souvenez-vous, il y a eu un débat ici sur le fameux contentieux électoral. Il y a eu des solutions à deux niveaux. Il y a eu une solution judiciaire. C'est pourquoi je me demande pourquoi on ramène encore ça, alors que la justice est déjà prononcée. Il y a eu une solution politique au niveau des institutions. C'est pour cela que nous avons écrit la nouvelle loi sur la CENI. C'est pour cela que l'ancienne commission a été démissionnée et que nous avions une nouvelle commission dans laquelle même l'UDPS a désigné un représentant. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi ce point reviendrait à l'ordre du jour. Donc, oui pour le dialogue, mais l'ordre du jour, on doit encore affiner.
Il ne faut pas venir amener des points qui ont déjà été réglés ou des points qui vont nous amener à modifier la Constitution, puisqu'il faut quand même lire. Il faut lire ce projet de l'UDPS, il y a beaucoup de points. Si on doit les suivre, il faut modifier la Constitution. Mais je croyais que tous les problèmes que nous avons, c'est parce que quelqu'un a fait semblant un jour que la Constitution serait modifiée. Alors, pourquoi l'UDPS serait autorisé à modifier la Constitution? Ce dialogue pourrait permettre à Joseph Kabila d'aller en modifiant la Constitution? Non, madame. Joseph Kabila n'a aucune intention de toucher à la Constitution. Non, 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 il l'a déjà dit. Donc, ayons des débats sur la possibilité de réaliser le calendrier électoral. Mais justement, la possibilité, il y a aussi une possibilité de permettre à Joseph Kabila de rester au-delà de 2016 sans violer la Constitution. Mais ça, c'est le débat. Mais il ne faut pas déjà donner les points d'accord. Comme vous n'avez pas encore discuté avec quelqu'un et vous donnez déjà les conclusions. Le principe, c'est d'abord que nous tous acceptions de nous asseoir autour d'une table. Et sous quelle forme? Nous n'irons pas nous asseoir autour d'une table convoquée par quelqu'un de la MONUSCO. Ça n'a aucun sens. C'est nier l'existence du pays. Or, la formule de l'UDPS prévoit cela, de nous placer sous la tutelle de la MONUSCO. Nous sommes un pays avec des institutions qui avons reçu mandat de gérer le pays. S'il y a des initiatives à prendre pour amener la paix, c'est nous qui prenons les initiatives au nom du peuple. Nous ne pouvons pas abandonner le mandat qu'on nous a donné entre les mains de fonctionnaires internationaux. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est un point de discussion. Mais l'idée du dialogue est une bonne chose. Vous soutenez l'idée du dialogue, mais pas l'ordre du jour de l'UDPS. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu à cette question dans une de vos conférences de presse, mais il y a eu une sorte de réplique de l'autre côté de l'opposition que leurs numéros parlementaires ont été bouchés. Ils sont allés voir l'opérateur cellulaire, leur opérateur cellulaire, pour poser les problèmes. Ils avaient dit que le problème n'était pas à leur niveau, et surtout que leur numéro a été identifié. Vous allez parler d'un problème d'identification des numéros. Je parle de l'opposition qui serait victime de cela. Bon, cette histoire est pleine de ramifications. Tantôt on nous parle d'une plainte contre le gouvernement, tantôt d'une plainte contre les services de sécurité du gouvernement. Tantôt, moi ce que j'ai lu, c'est une plainte contre X. Je pense que c'était ça. C'était une plainte contre X. Oui. Et c'est beaucoup plus logique. Vous avez votre téléphone et puis un beau matin, il est bouché, mais vous ne pouvez pas accuser comme ça les gens à tort et à travers. Il faut quand même aller, c'est le tribunal qui peut, après une enquête, dire c'est tel qui est responsable, on le punit, tel n'est pas responsable. Bon, est-ce que ces téléphones ont été enregistrés? Je ne sais pas. Il n'y a que le juge qui peut dire s'ils étaient enregistrés. Est-ce que nous avons déjà commencé à boucher les lignes non enregistrées? Non, ça au moins je peux vous le dire. Nous n'avons pas encore enregistré, commencé à boucher les téléphones non enregistrés. Nous nous sommes limités maintenant à porter à l'attention des opérateurs que dans un délai qui va leur être déterminé par le ministre du secteur, le PTNTIC, nous allons leur exiger, à défaut de le faire, ils paieront des amendes, de boucher les téléphones des gens qui ne sont pas enregistrés. C'est tout. Les seuls bouchages possibles maintenant, nous allons dans le domaine des éventualités. C'est des gens qui ont commis des infractions au moyen du téléphone. Vous avez menacé quelqu'un, vous avez menacé quelqu'un, vous avez incité des gens à tuer d'autres, etc. Hier à Paris, on a condamné même un journal à 3 000 € d'amende parce qu'il a incité à la haine contre les Roms. Vous savez, ces Européens-là du centre qui déambulent en Europe, qui font la mendicité. Donc ce n'est pas ici qu'on va inventer la roue. Si un téléphone a servi à commettre une infraction, la justice peut le faire fermer. Mais il faut que vous prouviez que ce n'est pas dans le cadre d'une infraction et ce n'est pas dans les chaînes de télévision. Il faut aller en justice et articuler. Et quand vous déposez plainte contre X, ce n'est pas une plainte contre le gouvernement. Plainte contre X, ce n'est pas une plainte contre les services. Lambert Mende, on va conclure en perspective. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo après 2016 ou sans Joseph Kabila? Mais écoutez, le Congo a existé avant Joseph Kabila. Il n'est venu au monde qu'en 1971. Moi, j'avais déjà entamé mes études, j'entamais mes études supérieures à ce moment-là. Donc il y a eu un avant, il y aura un après. À un moment donné, n'importe qui peut disparaître. Mahomet est mort, l'islam a continué. Jésus est mort, le christianisme a continué. Lumumba est mort, le Congo indépendant a continué. Donc il ne faut pas ramener les problèmes d'un pays à la dimension d'un individu comme l'opposition le fait. Si Kabila reste, si Kabila ne part pas, si Kabila part, donc ce sera vraiment l'aube de je ne sais quel grand soir et tout ça. C'est tout à fait inapproprié
dans les affaires d'un État que de les ramener au diapason d'un individu que vous aimez ou que vous n'aimez pas, etc. Peu importe. S'il partait, il sera en tout cas le premier président qui serait en vie en République démocratique du Congo. Je pense que cela pourrait peut-être constituer une fierté pour les Congolais. Lambert Mende, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, mesdames, messieurs, merci de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir de 10h juste, mais si tout va bien, sur la radio-télévision nationale congolaise, sur le net. J'ai été très ravi de vous présenter cette émission. Ce sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver vendredi prochain. À très bientôt et bonsoir chez vous.